Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Référencement avec aujourd'hui Jérôme de Air Professionnel. Jérôme, comment ça va? Très bien, et toi, Laurent? Jérôme Lavaronne. Yavaron. J'ai oublié ton nom de famille dans la Voilà, ouais, présentation. c'est pas grave. Alors, c'est en fait, tu fais partie des nouvelles orientations du podcast avec des discussions avec des clients. Et même, t'es même un vieux client en fait. Enfin, t'es pas vieux, mais ça fait un moment qu'on. Quand est-ce qu'on avait commencé? Je veux pas agir un peu plus de 2 ans maintenant. Ah non, alors t'es pas un si vieux client que ça. Mais disons qu'il y a eu beaucoup de choses de faites en 2 ans. Ouais, on a pas mal, Il y pas a, mal avancé. ouais, il y a eu pas mal de choses. Donc ouais, ton site principal c'est Air Professionnel. Et ben, si tu devais faire voilà, l'exercice traditionnel dans le podcast, c'est la présentation en format métadescription, 250 caractères, espace compris. De l'air professionnel? De toi. De moi? Enfin, toi, ton projet, Air Professionnel, tout. 250, D'accord. 250 Euh, caractères. 250 caractères, air professionnel. Mon business principal, c'est donc air professionnel. La vente de matériel de coiffure professionnel à destination des particuliers en marque propriétaire et aussi en marque propre. Voilà. Alors, c'est surtout pour ça que je voulais qu'on discute. Ouais. Parce que moi, ça me fascine, les mecs qui arrivent à créer des marques, à aller chez les Chinois, à faire fabriquer, importer, passer la douane, revendre après. Voilà, c'est ok, prendre des liens d'affiliation ou même faire un deal, dropshipping, grossiste, tout ça, c'est faire, mais aller créer un produit comme tu l'as fait, créer sa marque, chapeau, et puis en plus, surtout sur un segment qui est assez particulier. Il y a des gros en face, quoi, les Babyliss et compagnie, c'est pas des petits, et t'as quand même réussi à creuser ton trou. Donc, si on pouvait remonter au début de Air Professionnel, est-ce que tout de suite t'es parti avec cette optique de marquer, de créer ta marque Trendylis, ou au début t'étais juste revendeur? Alors, donc au début d'ère professionnelle, alors même au tout début de la société, donc moi je faisais la création et la conception de sites e-commerce pour des tiers. Et en fait, pour me spécialiser, j'allais dire, dans la compréhension du business e-commerce, j'ai monté un business e-commerce pour ma part. Et comme mon copine était coiffeuse et qu'elle connaissait un grossiste en coiffure, bah, je me suis dit, je vais faire au plus près. Donc j'ai distribué du matériel de coiffure. C'est un peu comme ça qu'a démarré l'aventure, donc des marques propriétaires, donc des Babyliss, des Coriolis, etc. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je m'amuse à le dire souvent, on a peut-être trop bien fait notre métier et de une commande par jour, on est passé à 10 commandes par jour. Donc on se retrouvait à développer notre site, optimiser notre site, développer celui des clients, faire les colis. Quand je dis on, c'était moi parce que j'étais tout seul, gérer le service client, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et j'ai pris la décision d'arrêter de créer des sites pour les autres et de me concentrer uniquement à la vente de matériel de coiffure pour les particuliers, Avec ton propre site. avec mon propre site. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les marques étaient très peu visibles sur Internet. Disons qu'elles n'avaient pas conscience, j'allais dire, peut-être du potentiel de la vente par Internet, qu'elles avaient tout le créneau. On a du matériel de coiffure professionnel, on vend à des professionnels, alors que sur Internet, on a du matériel de coiffure professionnel, on vend à des particuliers. Ça, c'est assez central et ça fait toute la différence. Et ce qu'on remarquait, c'est que c'était nous qui faisons de la com pour dire Gamma, par exemple, qui est une marque qui était assez populaire à l'époque. On se dit, bah voilà, on va faire entre guillemets, des satellites pour Gamma, on va aller sur les forums, dire Gamma c'est bien, etc. Donc on a fait la pub de ses propres marques qui n'étaient pas connues. Et donc elles ne communiquaient pas en fait sur Internet. Et on s'est dit à un moment, pourquoi le faire pour une marque qui ne nous appartient pas? Parce que le jour où il va plus nous distribuer, ou si demain ils font des produits un peu pourris, j'allais dire, que plus personne ne veut, bah, on perd tout. Et c'est là qu'on s'est dit, si on arrivait à le faire sur une marque comme Gamma, qui avait aucune visibilité, qui avait juste une notoriété, mais pas de visibilité sur Internet, on s'est dit, ben, essayons plutôt de le faire, de créer notre marque. Alors un dépôt de marque, ça coûte 250 euros à l'INPI sur 10 ans. Hein. Ça prend genre une demi-heure à faire, c'est assez rapide. Et on s'est dit, ben, créons notre marque. Donc, bah, tout bêtement, on a fait comme tout le monde, on est allé sur Alibaba. Alibaba, c'est un peu magique comme site quand même. Ouais. Euh, et donc, à l'époque, c'était 4 étudiants en école de commerce, je crois, qui avaient pour objectif de faire l'étude d'opportunité. Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il était opportun de faire une marque propre? Moi, je savais pas où je mettais les pieds. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec Alibaba, c'est allé super vite. Et à la fin de leur projet, on avait déjà commandé des échantillons, on avait déjà déposé la marque,
on avait déjà testé des produits et on avait commencé à trouver des produits qu'on pouvait revendre. Et disons que voilà, c'est allé super vite en fait. Donc les premiers produits Trendybees, c'est un fabricant qu'on a trouvé sur Alibaba qui nous faisait des 100 pièces minimum, ce qu'on appelle le MOQ, donc Minimum Order Quantity. 100 pièces minimum, alors je ne peux pas dire les prix des produits, mais c'était quelques dizaines de dollars. Et au final, voilà, on a commencé à lancer la marque Trendybees avec des produits moyens haut de gamme, on va dire. D'accord. Et est-ce que t'es jamais allé en Chine? Alors si justement, ça c'est la deuxième étape. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que vendre un produit à sa marque propre, c'était pas si compliqué de ça. Il suffisait de la mettre en avant, il suffisait entre guillemets, mais la mettre en avant sur son site et en plus, j'allais dire, faire un peu de com à droite à gauche, tout bêtement. Hein, si vous avez un bon produit, vous l'envoyez à des blogueuses beauté, dans le cas présent, et donc elles vont faire des articles dessus. Ça fait de la pub entre guillemets à pas cher. On a pas mal qui font ça. C'est assez intéressant. Et à un moment, on s'est dit, OK, il y a du potentiel. Maintenant, on va essayer de voir plus gros. Donc, il y a 3 ans, je suis allé au ce qu'on appelle le Cosmoprof d'Hong Kong. C'est un grand salon beauty fair, un grand salon sur la beauté qui réunit tous les fabricants, principalement d'Asie. Et c'est là qu'on a rencontré les fabricants qui bossaient pour Babyliss, pour Bosch, pour Coriolis, pour Gamma. Donc c'est bon, en Asie c'est toujours pareil, hein, tu choisis son catalogue et derrière ils te stampent, ils te collent ton logo entre guillemets sur ton fer à lisser et tu te retrouves avec des produits qui sont de haute qualité. Si tu sélectionnes, j'allais dire les bons fabricants, parce qu'il y en a quand même un paquet. Par contre, la quantité minimum de commandes, quand tu étais à 100, tu es plutôt sur des 2000-3000 pièces. Ouais. Ça veut dire que le budget pour avoir une gamme on va dire de 5-6 produits, c'est plus de 100 000 euros. Voilà, donc il a fallu gagner beaucoup d'argent avec les marques propriétaires pour pouvoir commencer à avoir 2-3 produits de notre gamme et fabriquer directement dans les usines qui bossent pour les plus grands. Donc ça a été la deuxième étape. Au jour d'aujourd'hui, on travaille qu'avec ces usines. Donc voilà, c'était une étape assez structurelle et c'était un risque parce que quand tu te retrouves avec 10 000 fers à lisser et qu'il faut les vendre voilà, par le site internet, en fait, tu fais des commandes de marques qui font du B2B, sauf que toi, ces produits, tu les vends en B2C. Tu Ouais. imagines que c'est un par un que tu les vends. Ouais. Forcément, tu as un risque, t'as un délai d'écoulement qui est beaucoup plus long. Par contre, tu as un point mort qui est relativement bas. Et puis en plus, tu peux pas. Enfin, l'histoire du flux tendu, tout ça, tu peux même. Enfin, c'est pas possible là. Ouais, et surtout qu'en Chine, on sait comment Ouais. ça se passe, c'est 30% à la commande, 70% à l'expédition, donc ça veut dire Et que tu as puis il faut, balancé tes plus de 100 000 euros et maintenant il faut les vendre. et puis faut un moment en plus pour que ça arrive quoi. Enfin, Il faut attendre, entre guillemets, quand tu fais quand tu as payé, tu as à peu près 1 mois de fabrication et 1 mois de bateau. Donc, il faut 2 mois. Ça veut dire que c'est cette trésorerie, il faut pas compter dessus, quoi. ouais. Et alors tu me dis, attends, si donc on retrace entre le premier moment où tu es allé sur Alibaba et le moment où tu as fait enfin, tu as reçu tes premiers 10 000 fers à lisser à toi, il y a eu combien de temps? On est resté 1 an sur Alibaba pour valider un peu Ouais. le process, voir que ça marchait bien, voir qu'au final, on avait des produits corrects. Donc là, ça doit faire un peu plus de 2 ans que je travaille avec certaines usines, donc grosses usines directement en Asie. Donc voilà, on a testé un peu le modèle pendant 1 an. C'est un peu du lean startup où tu vas tester un peu tes produits et ta marque propre sur des produits qui sont quali, mais pas trop, avec des quantités minimum qui sont acceptables. Et une fois que tu vois que ça fonctionne bien, et ben c'est parti. Tu prends quelque chose de plus quali, donc il y a encore plus de raisons que ça marche et qu'il soit bien adopté par les utilisateurs. Mais derrière, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, on a vraiment eu des étapes où on a validé les étapes petit à petit, on a essayé de grossir intelligemment. Puis, de toute façon, on n'avait pas les fonds. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai lancé ma boîte avec 5 000 euros. Donc, voilà, on n'avait pas les fonds. Hmm. Et j'avais personne dans mon entourage, on n'avait pas de love money, etc. Donc, il a fallu construire ça tout seul et s'autofinancer tout seul. Ouais, ce qui est souvent pas plus mal, hein. Enfin, quand je vois ceux qui lèvent des fonds et qui les gaspillent un peu, souvent dans du marketing à tort et à C'est vrai. travers, même si tu as des fois fait aussi des choses, je me rappelle le clip de Scheim, Hmm. c'était une expérience, faut le faire, mais c'est vrai que faut tester, mais il y a des tests qui coûtent plus cher que Ouais, d'autres, quoi. c'est ça. J'aurais préféré tester à 2 500 € qu'à 25 000 euros. Ouais. Et puis après, alors sur le plan technique, bon, bah t'étais parti. Quel était le système que t'avais avant Magento? J'étais sur du Joomla Virtumart. Voilà. Et en fait, quelle est la décision? Comment? Bon, aujourd'hui, c'est vrai que
pour je veux dire, un commerçant avec ton profil s'orienterait plus vers du PrestaShop, disons, au premier abord. Mais à l'époque, pourquoi la décision de partir sur ce plugin, enfin sur ce plugin ouais, de Joomla? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, à la base, j'ai quand même une formation informatique, un M2 informatique. Sauf qu'après, j'étais chez Michelin en tant que chef de projet, donc ça veut dire que ça faisait pendant 5 ans, j'ai pas touché une ligne de Oui, code. stop, stop. T'es à Clermont-Ferrand, donc forcément, t'as bossé chez Michelin. Ouais, on est d'accord. Je viens de Vas-y, Grenoble, donc à Clermont, c'est pour Michelin. tu peux reprendre. On est d'accord. Et donc voilà, donc j'ai repris le code. C'était un peu galère au bout de 5 ans. J'ai jamais été une bête en informatique. Donc je suis parti sur le CMS que j'ai trouvé à l'époque, parce qu'il y avait je sais plus comment il s'appelle, le tout premier CMS e-commerce. Je sais plus son nom, mais à l'époque, quand j'ai fait Bah, des tests de CMS, il y avait OS OS Commerce, Commerce, ouais. voilà, c'est celui-là. Et en fait, entre OS Commerce et Joomla VirtueMart, il y avait que ces deux de mémoire. Et j'ai testé les deux et j'ai trouvé que Joomla VirtueMart était, quand j'ai fait mes tests, je le trouvais avec plus de fonctionnalités et plus facilement customisable que OS Commerce. Ça a été juste un choix parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Ouais. Et ensuite, bah, il y a eu ce fameux passage sur Magento, qui Ouais, s'est d'ailleurs bien déroulé. ouais. Ça, c'est pour les gens qui ont peur de la transition, de refonte. C'est vrai que bon, il y a toujours un risque. Hein, j'étais juste avant là, j'étais avec un client qui est chirurgien esthétique et il me dit bon ben voilà, qu'est-ce que je fais? Je change, je prends un nouveau nom de domaine, on change tout, etc. Je dis, mais c'est pareil, quand vous ouvrez vos patientes là et que vous leur dites, bon ben ok, la prothèse, elle peut exploser, elle peut fondre, elle peut machin, mais il n'y a que 1%, mais vous l'avez vu quand même. Il dit, ben ouais, bien sûr. Donc pareil dans les refontes, hein. Non, en principe, on fait tout ça dans les règles de l'art, mais c'est quand même une opération à cœur ouvert, quoi. Ouais, il y a toujours un risque d'expérience, que ce soit chez Michelin ou que ce soit dans ma société. Les migrations, il y a toujours un risque et ça se passe jamais à 100% comme on l'a prévu. Il y a toujours des galères, tu vas toujours coder des trucs en post-prod une fois que ça a été migré, il y a plein de trucs que tu n'as pas vu et tout. Ça se passe toujours, voilà, c'est toujours un peu la course, mais ça se fait. Et on a beau dire, repense à vos rubrications 301, machin et tout, ça fait pas tout, il y a toujours des choses que tu vois pas, parce qu'au final, tu te retrouves avec un site. Alors, tu n'as pas expliqué, mais donc moi, je travaille avec un e-logisticien. Ça fait que le site est connecté à mon e-logisticien. J'ai aussi une régie d'affiliation, etc. Et en fait, c'est tous ces systèmes qui sont un peu greffés autour de ton site e-commerce. On va vraiment parler du système d'information, qui fait que quand tu fais ta migration sous Magento, faut penser à toujours continuer à discuter avec voilà, toutes les personnes qui sont autour et tous les outils qui sont autour. Et ça, c'est souvent une des parts les plus compliquées. Ouais, Redirection 301, c'est rien à côté, on est d'accord. ouais. Donc ça fait toujours un peu galérer quand tu interagis avec pas mal d'outils autour. J'ai même eu un cas où il a fallu carrément installer des serveurs chez le fournisseur parce que c'était pas possible autrement, quoi. Je veux dire, il a fallu mettre nos propres machines et gérer le truc parce que ce qu'il avait. Enfin bon, bref. Après, ce qui est intéressant chez toi aussi, c'est que bon, tu arrives à quand même t'épauler de personnes, que ce soit dans tous les blocs, enfin, tu analyses bien quels sont les besoins, que ce soit en rédaction, en technique, en SEO, en logistique, tout ça, et en fait, ben, tu mets en place des personnes de confiance, tu as tes blocs comme ça qui s'alignent les uns par rapport Mhm. aux autres, et tu progresses. Il y a encore des caps à franchir. Je suis pas encore arrivé à te faire franchir le cap de ce fameux, ce que j'appelle ce fameux site tampon, hein, voilà, l'autre, On y travaille pour info. voilà, bon, ça c'est encore un chantier, mais petit à petit ça va venir. Mais sinon, par exemple, ce que tu as fait du point de vue des rédactions, quand je vois d'où on est parti, où on est arrivé aujourd'hui, chapeau, il y a eu une vraie progression. Et puis, par contre, à côté, parlons un peu des trucs qui marchent pas. Parce que moi, personnellement, ce qui m'a toujours tué, c'est que quand tu trouves un système qui marche et que tu essayes de le dupliquer ailleurs et que ça marche pas, ça me frustre d'un point. Et je suppose que c'est pareil, parce que je sais que tu as testé plein de trucs et tous marchent pas pareil, quoi. Non, non. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, pareil, moi qui me frustre. Hein. Donc, j'avais lancé un projet qui s'appelle Esprit Shoes, où je me suis associé avec un partenaire qui a des tarifs très très bien placés sur les chaussures, Le Temps d'Esprit, Japan Rags et compagnie. On a aussi un site de vente de couteaux. Où là, c'était la même idée. Mon associé fabrique aussi des couteaux et on a des très bons prix et on a toute la logistique qui va bien. Donc, on a dupliqué ce modèle sur les couteaux
sur les chaussures. Et au final, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais pris. Donc, c'est toi qui avais dit ça, c'est qu'une recette va marcher sur un type de produit précis ou un segment de marché précis, mais ça ne fonctionnera pas sur d'autres types de produits. Et ça, je l'ai constaté 2 fois. Et mis à part les huîtres, qui est très différent, et je veux dire, on a vraiment une optique assez différente parce que c'est des produits frais, que c'est totalement, c'est assez spécifique. Mis à part les huîtres, où là justement, on n'applique pas trop le même modèle, c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel. Donc tout le reste n'a jamais marché au final. Ouais, bon, mais c'est intéressant aussi, hein. Je veux dire, moi, si je pense que si je devais faire le bilan, allez, comme ça à vue de nez, de tous les trucs que j'ai lancés, j'en avais largement plus de la moitié, mais ça doit être plus dans l'ordre de 70% d'échecs par rapport au succès. Mais au final, c'est pas bien grave, hein, de toute façon. Du moment que. Il faut savoir couper, voilà, la branche de l'arbre, on en parlait juste avant, voilà, C'est exactement ça. Il c'est. faut savoir à un moment dire Voilà. stop et se reconcentrer sur ce qui marche. Et voilà, c'est toujours pareil, c'est mettre ses ressources humaines, financières et tout ce que tu veux sur ce qui a le plus de valeur et de potentiel business et en mettre un peu sur d'autres projets, mais quand on voit que ça démarre pas, quoi. Faut être assez intelligent, comme tu dis, pour arrêter et se dire, bah, c'est pas grave, c'est un échec, j'aurais appris et on verra. Et aujourd'hui, si tu. Ok, t'es foncé tête baissée dans un marché où t'avais déjà des monstres en face, d'accord? T'as réussi à faire ton trou. Mais aujourd'hui, est-ce que tu referais la même chose ou tu partirais plus vraiment dans des niches hyper spécialisées? Je sais pas moi, un truc. Là, tu parlais de couteaux, mais on pourrait parler d'un certain type de couteau, quoi. Je sais pas, des couteaux à huîtres, par exemple, tu vois? Simplement des Euh, couteaux à huîtres. Ultra spécialisé. Ouais. Moi, je pense que le marché est pas assez grand pour faire juste vivre un e-commerçant, mais la vente d'huîtres en ligne, on est quand même dans de l'ultra niche. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, là on part sur des projets d'ultra niche. Je pense pas que je me relancerai sur du matériel de coiffure qui est, même si nous c'est du matériel de coiffure professionnel, donc ça veut dire que déjà on n'a pas la concurrence des grandes surfaces. Euh, non, je pense pas que je me relancerai dans se lancer en 2000. Combien je me suis lancé en 2008 ou 2009? En 2008, je crois. Faire ce qu'on a fait en 2008, ce serait forcément plus compliqué de le faire aujourd'hui en 2014. Parce que par exemple, en un an, on a eu une concurrence qui n'existait pas. Donc c'est typiquement Boulanger, Amazon, Darty, Auchan, Philips, etc. Qui sont venus avec leur gros sabots, comme on dit, et leur gros budget marketing, rouleau compresseur, ce qui nous a fait changer notre stratégie. Donc voilà, donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'il y a 6 ans. Mais par contre, pour la niche, il y a encore plein de trucs à explorer, ça c'est clair. Bon, pour la Ouais. niche, il y a encore plein de choses. Après, je me dis qu'être tout seul sur une niche où tu vas faire, je sais pas, moi, tes 30 000 euros de CA par mois, c'est nickel, quoi. Donc, il ne faut pas que la niche soit trop petite. Tu vois, les couteaux à huîtres, je pense que c'est vraiment microscopique. Ouais, c'est un Je exemple comme pense, l'autre, mais ouais. c'est vraiment Ouais. microscopique. Mais ok, moi ce qui, franchement, comme, enfin, tu me connais, tout ce qui m'emmerde, j'essaye d'évacuer. Et pourquoi j'ai jamais, enfin, il y a un côté du e-commerce qui me rebute, c'est le côté logistique, stock, support client. À la limite, ça, voilà, ça va encore. Mais de faire les paquets, même si, ouais, On le est support d'accord. client, c'est lourd, mais Non, voilà, c'est pas l'histoire de suffisant. faire des paquets, d'aller à la poste et tout le tralala. C'est le truc, ça me semble être titanesque. Et or, même, je m'en sens même pas capable finalement, quoi. Alors, disons qu'au début, forcément, tu es obligé de le faire. Moi, je l'ai fait, des colis, j'en ai fait, j'ai scotché plus de 10 000 colis, je veux dire, je vais pas compter. Disons que c'est ce qui m'a fait aussi décider de faire du e-commerce et de pas être une société de services qui crée des sites web pour d'autres clients. C'est que ces fonctions de stockage, de réception, de service client, d'expédition, en fait, c'est ce que j'appelle pour moi des fonctions entre guillemets de bas niveau et qui sont facilement délégables, automatisables et un e-logisticien va pouvoir le faire. C'est des choses que tu peux, moi je veux dire, demain, comment on gère un retour client qui arrive cassé. Tu peux définir une procédure avec des règles. Tu peux formaliser ça de manière assez simple, ce qui permet à toute personne de pouvoir le traiter. Demain, de dire, voilà, comment je vais étendre le champ sémantique de mon site e-commerce. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de règle pour Mm. ça, il n'y a pas de recette. Donc c'est là où, à un moment, toutes ces fonctions sont facilement, entre guillemets, Mm. sous-traitable. Et c'est ça, et c'est ce qu'on a fait au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien, que ça fonctionne bien, et c'est pour ça que ces emmerdes, voilà, j'ai plus ce type d'emmerde.
Donc on arrive à trouver juste le milieu, quoi. Ouais, il y a même enfin, c'est assez peu connu, mais par exemple, Amazon fait du picking pour toi, hein. Hmm. Tu Expédié peux, par Amazon, on le ouais. fait. Alors, il y a aussi un des gros pièges que je vois, c'est les gens qui vont au salon au commerce. Et alors là, c'est la fête aux gadgets et aux effets spéciaux et aux trucs fantastiques, mais finalement, qui vont te grignoter ta marge petit à petit. Parce que toutes ces solutions me paraissent fantastiques, mais ben, elles coûtent de l'argent. Rien que une fois que tu as payé PayPal, Mastercard, etc., bon, c'est chaud. Et surtout si tu es que revendeur. Est-ce que la solution, c'est... Enfin, je vois, moi, les chiffres de ceux qui sont revendeurs et ceux qui fabriquent, c'est le jour et la nuit. On est d'accord. Il y C'est a- des marges qui n'ont rien à voir, Voilà. strictement rien à voir. De toute façon, j'allais dire, tu as toujours, moi, t'as deux, pour moi, je vois vraiment deux aspects, deux casquettes. Ou tu es revendeur de produits de marques propriétaires. Et dans ce cadre-là, comme dit le dicton, la marge, tu la fais à l'achat. Donc ça veut dire qu'il te faut sourcer France, Europe, voire international. En Europe, il y a déjà beaucoup de choses à faire pour trouver le meilleur des fournisseurs qui te permet d'avoir le meilleur prix et être compétitif vis-à-vis des autres. Ou la deuxième chose, c'est tu crées ta marque, genre Trendylis. Et là, en fait, ta stratégie, c'est de la rendre visible sur des mots génériques parce que personne ne connaît ta marque, ce qui n'est pas forcément évident, et surtout de donner de la notoriété, de la popularité, de la visibilité à ta marque. Je ne sais pas c'est lequel des deux le plus facile. Au jour d'aujourd'hui, je pense que lancer une marque, moi je parle de mon expérience parce que nous on fait vraiment les deux. Trouver des fournisseurs avec tous les outils Google Shopping, Amazon, c'est très facile d'identifier celui qui vend pas très cher un produit. Trouver des fournisseurs et voilà, vendre des marques propriétaires, c'est plus facile, je pense, mais sur le long terme, à mon avis, c'est plus difficile de durer. Créer sa propre marque et la rendre populaire et la vendre, c'est beaucoup plus difficile au début. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais c'est ce qui a le plus de potentiel dans l'avenir. Donc c'est pour ça que nous on a fait les deux, parce que dans une marque tu capitalises sur ta marque. Une marque distributeur, bon, mis à part les Carrefour, les Auchan qui sont des vraies marques de distributeurs, bon, la marque Air Professionnel, je veux dire, tout le monde s'en Ouais. fout un peu quoi. La marque Trendylis, on capitalise dessus. Si demain tu veux un Trendylis, tu es obligé de l'acheter chez nous. Donc je trouve que les deux sont intéressants, le côté un peu court terme, moyen terme, marque propriétaire, et le côté long terme d'en profiter pour construire, pour construire sa marque propre. Les deux aspects sont pas mal. Un autre truc où... Alors c'est marrant, t'as vu, parce qu'en prestat de consulting, en fait, je fais que donner des mauvaises nouvelles. Et puis là, je suis en train de te donner des petites tapes dans le dos, ça doit changer, non? C'est cool. Il y a un autre 2 truc ans pour en arriver là. où tu m'as vraiment surpris, c'est, ok, déjà, arriver à générer des centaines d'avis et de vrais avis sur un fer à lisser, je trouve ça exceptionnel. Mais parce que vraiment, je sais plus, enfin, t'as vraiment des centaines d'avis sur tes produits. Ouais, Mais on a un là, produit qui a presque 500 avis, quoi. ouais, et là où ça a été, je me rappelle, hein, tu me dis, regarde, je vais lancer un truc de questions-réponses. Donc, si vous allez sur un professionnel, le produit, vous allez, bon, il y a les avis, et puis après, il y a un onglet questions-réponses. Je te dis, ouais, quand même, c'est chaud, quoi. Est-ce que vraiment tu crois que ça va marcher? Et le succès a été phénoménal, quoi. Ah Moi, je bah, suis sur le cul de ce truc-là, quoi. ouais, C'est impressionnant. ça fait un peu plus d'un an, on a plus de 500 questions, donc 500 réponses. Ouais. En fait, c'est là aussi, je me suis inspiré, ça aussi, c'est une bonne chose à faire, je veux dire, pour ceux qui se lancent dans le e-commerce, identifier le leader, idéalement aux US, de la vente de ce type de produit. Aux US, il suffit de taper hair straightener ou ce genre de choses, tu vas tomber sur folica.com et s'inspirer de ce qu'ils font. Le question-réponse, je me suis inspiré de leur site. Donc j'ai trouvé un module, Mathieu pour le coup a trouvé un module qui avait bien sur Magento, on l'a installé et on l'a fait. Parce qu'on a vu que ça marchait de leur côté. Donc là, on n'a rien inventé, on a plutôt, comment dire, identifié quelque chose qui marchait, on l'a mis sur notre site, c'est un module qui a dû coûter 100 dollars, je sais pas, et c'est vrai que ça a pris au même titre que, ouais, alors qu'il y a peut-être que toi tu croyais pas trop, mais voilà, on a testé à 100 dollars, si ça n'avait pas pris, c'était pas la fin du monde. Mais c'est vrai que même moi, j'en ai été surpris, réellement. Oui, alors, je précise bien, c'est pas d'aller aux US et copier ce que fait Amazon. Ce qu'a dit Jérôme, Non, c'est copier ce que fait le gars dans le même secteur d'activité on est que... d'accord. Voilà, c'est ça. Parce que tout le monde va voir Amazon, essaye de faire pareil et ça marche pas. Parce que c'est Non, Amazon. non, ça veut donner ses discounts, c'est ses discounts, on est Ouais. d'accord. Il faut prendre des choses qui peuvent coller, en fait. Quoi d'autre dans ce est-ce que pourquoi d'ailleurs B2C et parce qu'il y avait du B2B aussi dans l'idée aussi de départ.
Non, pas Non, spécialement. Alors, en fait, c'est toujours pareil. On en vient toujours au prix fixe ou prix négocié. Quand tu fais du B2B, le prix se négocie. Qui dit on va négocier un prix, dit qu'il faut quelqu'un, entre guillemets, qui soit derrière en train au téléphone, passer du temps, etc. Quand le prix il est fixe, dans le cas du B2C, ou t'achètes ou t'achètes pas. Donc, c'est-à-dire que le temps que tu vas passer à ne pas négocier, je vais dire, avec ton client, bah, c'est du temps que tu vas passer ailleurs. Et je reprends ton expression, t'évites les emmerdements. Et moi, j'ai pas envie de me faire chier à discuter avec tous mes clients parce que sinon, tu passerais la vie. Donc, c'était vraiment cette logique de prix ouais. négocié, prix fixe, en fait, qui a fait que voilà, je me suis dit, si je monte un business, c'est quand même pour avoir un boulot qui me plaît, pour avoir une fonction qui me plaît dans mon entreprise. Donc tout ce qui m'emmerde, je le fais pas. Et j'ai eu des demandes de grossistes qui disaient oui, si je vous prends 50 sèche-cheveux et tout, et nous, on négocie pas, c'est le prix du site. Donc, grosso modo, ils achètent pas, tu vois. Mais on a vraiment pris une règle où on ne négocie aucun prix et les grossistes, ils payent sur le site. Ouais, mais il y a des choix beaucoup plus cornéliens que ça. Par exemple, le paiement en 3 fois ou 6 fois ou je sais pas combien de fois. D'accord? Hum. Ça va, c'est parce que tes produits sont quand même, voilà, c'est pas le faire à lisser à 20 euros, quoi. Plutôt une centaine Ouais. d'euros. Et donc c'est vachement incitatif le paiement en plusieurs fois, mais c'est aussi vachement emmerdant les impayés, enfin les mecs qui... Tu vas dire, il y a Intrum pour ça. Intrum Justicia, ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de recouvrement. Bah, Intrum, quoi, ils prennent 25% 25% de la com. Et bon, on a fait le calcul, c'est toujours plus intéressant d'avoir des impayés que de pas en avoir. Ouais, c'est ça en fait. En termes de, Ouais. voilà, il suffit toujours pareil, tu calcules, tu fais des tests, hein, test AB, hein, avec ou sans, et tu regardes c'est quoi le plus rentable. Et bon, ça te donne du boulot Intrum. Bah, de toute façon, ça aussi, je pense que c'est important. Une bonne leçon à tirer de ta manière de gérer le truc, c'est que il y a multiples fois, tu arrives, tu viens me voir, tu me dis, bon, ben voilà, ça ramène, ça a coûté tant, ça ramène tant, ça vaut plus le coup, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bon, ben on coupe en deux. Puis, ou, enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es toujours quand même, enfin, tu fais ça sous Excel, comment tu fais? Comment ça marche ton système de voir combien ça coûte et combien ça rapporte? Ton Bah, A/B testing. bah, c'est un pur, j'allais dire, c'est un pur calcul de ROI. Ça veut dire que tu vas tester, prenons l'exemple du 3 fois sans frais. J'enlève mon 3 fois, je regarde combien de chiffre d'affaires j'ai fait. Il faut le faire sur une période assez longue, genre une période de 1 mois. Je laisse le 3 fois, je regarde le chiffre d'affaires que ça fait, je regarde les impayés, je déduis les impayés, et entre guillemets, c'est qui l'emporte. Donc c'est un pur calcul bête et méchant de ROI. Ouais, sauf qu'il y a quand même des notions aujourd'hui, on a introduit, ça fait même quelques années qu'on introduit par exemple des notions de la valeur d'un client à vie, Oui, alors, plutôt que de dire sur un an, sur 5 ans, ou je sais pas quoi, tu vois. il suffit de le prendre en compte. Je veux dire, nous, on a des produits d'équipement dans la majorité. C'est-à-dire que le calcul est assez rapide. Si demain tu fais le test sur des consommables, des Ouais. shampoings, tu sais par exemple qu'il faut 1 mois, tu te dis que le test, il faudrait qu'il dure sur un peu plus d'1 mois. Mais le gros problème de l'A/B testing, c'est que tu peux tester qu'une chose à la fois. S'il faut une période assez longue, c'est-à-dire que pendant tes 6 mois, grosso modo, je ne change pas la couleur du bouton. J'exagère. Mais ça, c'est un des gros problèmes. Et donc, au bout d'un moment, voilà, es bien obligé de couper la poire en deux et d'essayer de faire au mieux. Tu peux jamais respecter les règles. Donc oui, c'est forcément à prendre en compte le fait qu'un client peut faire des achats récurrents. Donc, il faut bien y penser au début, quoi. Se dire, Mm. qu'est-ce que je mesure, comment je le mesure, quelle période je me donne, et puis rouler jeunesse. C'est toujours la conception, bien réfléchir à sa conception avant la réalisation, et pas réaliser au bout d'un mois, dire, ah merde, j'ai oublié de faire ça, c'est très con. Est-ce que t'avais mis en place les bandits manchots de Sylvain Perronnet? Rappelle-moi ce que c'est déjà les bandits manchots. Bah, voilà, il dit que l'A/B testing, en fait, effectivement, que tu testes une page d'un côté et une autre page de l'autre et que tu regardes laquelle performe le mieux, tu peux tirer des conclusions, mais du point de vue statistique, du point de vue mathématique, ça tient pas trop la route. Et il a en fait une autre. Il me semblait qu'on avait parlé de Je ça, en crois que fait. je Ouais. l'avais lu, je crois, cet article. Au bout d'un moment, ça c'est la discussion que j'avais avec d'autres consultants, c'est que, bah, genre, je prends exemple sur notre site, pour nous c'est beaucoup plus rentable de référencer une nouvelle marque de shampoing qui est populaire que de se faire chier à aller savoir comment worder son bouton ajouté au panier ou son onglet, est-ce que c'est description technique, est-ce que c'est fiche technique, est-ce que c'est description détaillée. Il n'est pas là le business, la valeur business, elle n'est pas là. La valeur business, elle est en revenant aux fondamentaux, avoir des bons prix, proposer les bons produits, une fois que tu as des clients, comment le remarketer, comment faire du parrainage, je sais pas, on est vraiment dans des choses qui ont vraiment de la valeur business. Et en fait, le e-commerce, c'est là où en fait
ma vision a changé, c'est qu'au début, j'étais beaucoup dans l'ergonomie, le SEO. Forcément, c'est important d'avoir tout ça. Dans les petites offres e-marketing, etc. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que bah, si tu références tel produit, ça va te faire gagner beaucoup plus d'argent, entre guillemets, ça vaut plus de valeur business que d'aller bidouiller ton petit bouton ou de warder ton petit onglet. Et ça c'est vrai. Oui et non, parce que aujourd'hui, tu as quand même un problème, c'est que ça coûte plus cher. Disons, ok, tu as 1000 visiteurs. Ces 1000 visiteurs, il faut plus les rentabiliser qu'avant. Parce que ça coûte plus cher de les avoir, ça coûte plus Mhm. cher de les garder, tout est plus difficile. Donc, peut-être, enfin, ça passe quand même aussi par du copywriting, par la couleur du bouton et tout le tralala, quoi. Mais moi, je parle plutôt du temps à investir et où mettre tes ressources Ouais, humaines et financières. je Je prends un comprends, exemple très d'accord. bête. Tu vois, sur une marque propre, aujourd'hui, on est en train d'envisager de faire des ventes privées parce que je sais qu'une vente privée, ça va me ramener de temps. Donc, mieux vaut passer du temps à organiser une vente privée sur ma marque propre que, j'allais dire, de passer du temps à, j'en sais rien, moi, aller spammer les forums ou j'en sais rien. Voilà. En fait, voilà, c'est là où tu vas vraiment investir ton temps, là où ça a le plus de valeur business. Et là où ça a le plus de valeur business, c'est souvent dans les fondamentaux du business, quoi. Bien acheter Mm. et vendre ce que les gens attendent à un bon prix. Et voilà. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Peut-être que si on refait ce podcast dans 3 ans, j'aurai une autre vision. Bah écoute, vente privée, c'est vrai que c'est un truc qui me fascine, quoi. C'est qu'en fait, c'est la même chose, mais packagé différemment, et les gens deviennent mais fous furieux. Hystérique. J'étais à Paris la semaine dernière, il s'est mis à pleuvoir des trombes, donc je suis rentré dans le premier magasin venu, c'était les Galeries Lafayette. Et ils organisaient une vente privée. Différence entre les soldes et les ventes privées, j'ai pas compris, c'est la même chose. Mais c'est simplement le packaging, la durée limitée, etc. fait que c'était un truc de dingue, quoi. Ouais, mais je suis d'accord. Et puis, ça brasse. Moi, j'ai un ami à moi qui bosse beaucoup avec Showroom. Faut voir les chiffres qu'il fait. C'est en termes de vente, mais c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire, en une semaine, ouais, ça coûte de plusieurs dizaines de milliers d'euros de vente. Non, non, c'est assez impressionnant. Bah, je te dis, on va le tester justement en fin d'année. Je pourrais te faire un feedback là-dessus. Donc, moi, j'ai vente privée, Groupon, Showroom. C'est les trois sur lesquels on va tester. Et puis surtout, vente privée, par exemple, je crois que c'est 28 millions ou un peu plus de 30 millions d'adresses mail. Donc, ça veut dire que tu fais connaître ta marque à 30 millions de personnes. Alors, quand je dis connaître ta marque, c'est dans un mail. Mais juste pour utiliser leur base emailing, ça vaut le coup de faire une vente privée, quoi. Un rose deal ou un one day ou je sais pas quoi où tu n'as qu'un seul produit. Les groupons, il y en a beaucoup qui font du groupon pour avoir de l'email. Au final, ils achètent, entre guillemets, une base email, quitte à gagner zéro. Donc en fait, ça devient C'est des utilisations un peu détournées. c'est une des techniques reprises par les vendeurs de rêves dans le lancement orchestré, justement. Ça, ce système pyramidal de. On se. Voilà. Mais bon, bref, je reste dans le sujet. Mais en plus, le truc de dingue sur les ventes privées, c'est que moi, je les ai vus, les entrepôts qui dispatchent, qui vendent à. C'est pas du tout vrai que c'est des stocks voilà, qui sont d'invendus de magasins. Il y a peut-être ça aussi. Mais il y a aussi les produits directs qui arrivent de Chine et puis qui Et sont oui, dispatchés dans les différents sites. Enfin, il le, c'est dit- il le disait à incroyable. deux, il le disait à demi-mot, mais voilà, une collection 2009 d'un jean qui a bien marché, et ben vas-y, on en commande, on en fait fabriquer 10 000 et on va les revendre et on dit que c'est du déstock. Ça, ils le disent pas, mais c'est comme ça que ça marche parce que ce serait d'ailleurs con de pas le faire. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que. Enfin, moi, j'étais jamais trop penché sur le truc. Et là, l'autre jour, j'étais fasciné par enfin, la frénésie qu'il y avait autour de cette idée de vente privée aux Galeries Lafayette, quoi. Alors, pour en revenir à cette histoire, moi, ouais, on est passé vite sur la Chine, mais je me rappelle que Loïc me disait, mais demande à Jérôme, là, le problème qu'il a eu avec les douanes, là. C'était quoi ce problème des douanes? Alors les douanes, on T'avais eu les un a problème eu. bloqué, je sais plus, un produit bloqué, qu'est-ce qu'il y avait eu? Les douanes, on les a eu 3 fois. Alors souvent, en fait, alors ça c'est un truc très chiant. Ça fait plusieurs fois qu'on a le coup. C'est qu'à un moment, quand tu fais une demande de fabrication et que tu es un peu à la bourse, ça veut dire qu'il ne te reste plus beaucoup de stock et que ta cam n'est pas finie de faire fabriquer, tu te dis je vais en prendre une partie, je vais l'envoyer par avion. Ça va te coûter plus cher. Genre sur 2000 fers, on en envoie 300 par avion. Le temps que les 1 mois de bateau, ça nous fait fourguer les 300 fers. Ça nous coûte plus cher, mais voilà, ça nous coûte, en tout cas, c'est plus rentable que de perdre 1 mois de vente. Ce qui se passe, c'est qu'après, tu as des factures qui ne correspondent pas exactement à ce qu'il y a dans l'avion. En fait, c'est du moment que tu as une facture, je dis une bêtise, à 100 000 $, si tu en envoies une partie par avion et l'autre partie par bateau, c'est la même facture qui correspond
au même, en fait, c'est la même fabrication qui va être envoyée par deux endroits différents. Et ben, dès que tu dispatches un peu tout ça, et ben, tu te fais emmerder par la douane. Parce qu'en fait, ils disent, voilà, il y en a pour 100 000 euros, il y a 2000 pièces, là j'en ai 300, c'est quoi ce bordel et tout. Et c'est à Lyon pour nous que ça se passe, et tu en as pour 2-3 semaines. Mais généralement, ça se passe toujours bien. C'est juste tu prends 3 semaines de délai. Et ça, voilà, à chaque fois on est emmerdé pour ça. Moi, j'ai vécu un truc de fou avec la douane hein, aux États-Unis quand j'étais reparti 2008-2009 bosser là-bas. Et donc, il avait fallu importer c'était des meubles qui étaient dans des caisses en contreplaqué. Alors, les meubles, eux, en bois étaient traités contre, voilà, alors, les inifugés, etc. Mhm. Mais le contreplaqué, lui, avait pas reçu le traitement anti-bestiole, machin. Et la loi avait changé entre-temps. Voilà, il fallait que... Mais bordel, le contreplaqué, c'est de la colle, quoi. Comment tu veux que, comment tu veux que la bestiole, elle vive à l'intérieur de la colle? Déjà. Et ouais, ça avait été un truc de malade, quoi. Il La avait fallu douane vraiment jouer des coudes, quoi. la douane et la DGCRF, ils sont assez pointilleux. Après, c'est leur rôle. Voilà, pour dire, moi, nous, en 5 ans d'activité, on a eu 3 fois la douane, 3 fois la DGCRF. Ils Ouais. sont pointilleux, mais bon, ils font leur métier. Et voilà. Comme me disait un de mes consultants, les douaniers, c'est peut-être ceux qui ont le plus de pouvoir quasiment en France. Une des institutions qui a le plus de pouvoir, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, Faut ouais. pas faire le con. Et surtout, il faut pas tomber dans leur collimateur. Ça veut dire qu'ils sont venus 3 fois. Nous, on était clean les 3 fois. Si une fois, ils te contrôlent et que tu fais de la merde, tu es dans le collimateur et là, ça te coûte du temps et ça, au final, ça te coûte de l'argent. C'est, voilà, mieux vaut être clean. En tout cas, je conseille d'être clean. Ouais. C'est pas comme avec Google, quoi. Bon, Non, parce que bon, Jérôme a beaucoup testé, disons. Pas mal de choses. c'est pas mal de choses qui Il a marchent pas. expérimenté. Les Mais fondamentaux marchent. c'était une époque, une autre époque. Ben, allez, oui, pour parler, c'est vrai, 2 minutes, c'était pas, je voulais pas faire un podcast SEO, ouais. SEO, mais comment tu perçois l'ambiance actuelle par rapport à cette parano, là, Panda, Pingouin, tout cette espèce de psychose. C'est vrai que tu as été épargné, ton secteur d'activité, je sais pas pourquoi, il est épargné alors que les autres chargent dans tous les sens. C'est pas juste, mais comment tu l'as, Bah, comment ça se passe du côté d'un commerçant qui dit du jour au lendemain, la sentence peut tomber, quoi. ouais. Honnêtement, bah, je suis assez confiant parce que, bon, déjà, on a toujours travaillé assez cleanement. Ça veut dire qu'on n'a jamais été dans le black, on n'a jamais été dans le white, on était un peu dans le gris, mais plutôt du gris blanc. L'avantage aussi bah, d'avoir bossé avec toi, c'est qu'à chaque fois, tu as tiré les red flags et tu as dit là, attention, 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 et qu'on a toujours pris ça au sérieux, qu'on a vraiment toujours suivi tes précaux. Et quand fallait y aller, on y allait assez vite. Des fois, ça prenait un mois, mais un mois pour une structure comme la nôtre, c'est quand même assez rapide des fois. Donc voilà, on a toujours été très, très, très. On a préféré monter doucement ou stabiliser nos positions et être clean que de tomber du jour au lendemain. Donc je pense qu'on a quand même un référencement naturel et que ce soit à partir off-site ou on-site, qui est plutôt clean, qui est plutôt quali. Ouais, mais ça Donc n'existe pas, le référencement naturel. À partir du moment où tu as fait des liens, oui, mais voilà, tu as on fait va des liens. dire, voilà, on est plutôt dans le côté, ça passe quoi. Enfin, On fait pas des gros c'est bourrins. sûr que dans le degré de bourrinage, t'es pas. Oui. Mais voilà, il y a Hum, toujours, je veux dire, Ouais. Bon, après, je suis moins. Bon, non, c'est pas quelque chose qui ça te je suis tracasse pas pas. ouais, non, je suis pas de nature très stressée. Je me dis qu'on a aussi un modèle qui fait que si demain on divise le chiffre d'affaires par deux, et ben on adapte toutes nos charges parce que j'ai pas de loyer, j'ai rien. En fait, tout mon modèle est basé sur ce qu'on appelle les charges variables et très peu de charges fixes. Et l'équipe avec qui je bosse, si demain, je leur dis, ben voilà, c'est plus 100 heures dans le mois, c'est que 50 heures. Tout le monde s'adapte. On sait comment ça se passe. On sait que quand ça va bien, tout le monde en profite. Le jour où ça va un peu moins bien, et je veux dire, tout le monde s'adapte. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Donc là-dessus, si demain je perds Google, voilà, je perds 40% de mon CA, il reste de l'AdWords, il reste d'autres choses, ça fait pas couler la boîte, quoi. Donc non, je suis pas trop inquiet. Et tu as quand même aussi très bien réussi je veux dire, cette stratégie, beaucoup en parlent, de dire voilà, il faut aller draguer les blogueuses, etc. Mais après, il y en a peu qui réussissent finalement. Et
Bon, il y a Julie qui est quand même vraiment bien, c'est vrai, elle fait du bon boulot. C'est peut-être la clé, hein, d'avoir la personne qui fait, Ouais, mais et puis la matière, c'est-à-dire que c'est sûr que ta cam elle est bonne, quoi. Enfin, on a des bons produits. ma, Sinon, on ma n'aurait pas femme en pris. est ravie de Ah ton oui, c'est vrai que de ton sèche-cheveux et, tout ça, fallait que je et voulais le t'en faire envoyer un. lisser. Ouais. Moi, je m'en sers un peu pour nettoyer la poussière sur mon bureau des fois, et c'est vrai que ça déboîte, quoi. Ça va. Tu fous la poussière ailleurs. Non, non, mais oui, alors déjà, en fait, on est parti du principe de vraiment avoir une relation personnalisée avec les blogueuses, de prendre le temps d'aller voir leur blog, de prendre le temps de dire que ça nous a plu, voilà, de vraiment faire des choses de manière très personnelle, quitte à passer une demi-heure ou une heure pour aller, entre guillemets, draguer une blogueuse. On a un taux de retour, là, je regardais, je crois qu'on a un taux de retour de plus de 50%. Ça veut dire que sur 100 demandes, on va en avoir plus de 50 qui vont dire OK. Après, on envoie le produit. On sait que c'est un bon produit. Donc, la majorité du temps, on a vraiment des bons tests, des articles ou des petits trucs YouTube qui vont bien. Voilà, on a préféré le faire quali et prendre notre temps que de les spammer, en fait. Je pense qu'elles apprécient aussi. Et puis bon, c'est comme tu le dis souvent, hein, c'est pas une course de vitesse, hein, c'est une course de fond. Et pour tout ce que tu fais, moi, je pense que c'est une course de fond. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça pour manger, donc faisons-le tranquillement et avançons. Et au final, ça marche bien, quoi. Tout ce qu'ils veulent, les gens, c'est qu'on prête attention à eux, qu'on leur donne. Ils veulent de l'amour, hein, tout le monde veut de l'amour. Donc, à partir du moment où tu les flattes un petit peu, où tu t'occupes d'eux, c'est forcé que ça marche beaucoup mieux que simplement recevoir un mail générique. C'est ça. Voilà, quoi. C'est le C'est parti pris simplement qu'on a ça. pris Ouais. et ça fonctionne. Et l'international, un jour? Alors, non, pour éviter les emmerdes. Ça veut dire, voilà, donc si demain on fait on le fera pas parce que voilà, j'allais dire là-dessus, je te rejoins. Moi, je préfère, si je pouvais continuer mon business comme ça pendant 40 ans, d'avoir ce que je gagne par mois et ma liberté de voyager, de bosser un peu quand je veux. Tu connais un peu ma philosophie Hmm. de la semaine de 4 heures qui me correspond bien. Personnellement, j'ai pas besoin de plus, quoi. J'ai pas besoin d'un yacht, hein. Ouais. C'est-à-dire, si demain je veux un yacht, je loue 2 jours, mais je ne vivrai pas un an sur mon yacht. Donc voilà, donc non, non, là-dessus, pas d'international, pas d'Europe. Au pire du pire des cas, je veux dire, le fait d'avoir une marque propre, ça veut dire que demain, si on souhaite distribuer nos produits, j'ai une connerie, en Angleterre ou en Espagne, etc., tu trouves un distributeur qui va bien, qui aura l'exclusivité, qui dira, voilà, moi, cette année, je vous achète en début d'année 15 000 fers. Tu fais ta commande en Chine, tu la fais livrer là-bas et c'est réglé. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez one shot, mais même ça me plaît pas plus que ça, quoi. Hmm. Hmm. Donc non, non, Ouais, pas ouais. d'international. Pas d'international, donc les développements, ça va être. Il y avait aussi d'étendre le catalogue. Tu as fait marche arrière là-dessus. Peut-être plus tard, Bah, étant le notre. catalogue, non, non, on est en train de sourcer, là, on a bien avancé sur ce qu'on appelle la partie consommable, shampoing, soins, coiffant, sur la partie Trendylis. On va aussi étendre la partie accessoires, parce que c'est pas des gros coûts au final. Donc non, non, ça c'est en cours, C'est mais on le encore. fait voilà, petit à petit, on avance doucement. Bah, j'étais à Hong Kong l'année dernière, ouais, en novembre ou décembre de l'année dernière pour justement aller sourcer de nouveaux fabricants, mais plus dans la partie soins, shampoing, etc. Donc c'est en cours, ça, c'est assez intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait lancer genre en septembre-octobre. Après, est-ce que ça prendra, est-ce que ça prendra pas? On verra bien. On ne sait pas si la recette des fers à lisser, tu vois, pour reprendre ce qu'on disait au début, Ouais, marchera sur des shampoings, par exemple. Ce ouais. sera la grande. Sinon, ben, tous les clients auront des shampoings offerts pendant un an. C'est pas perdu. Tu peux toujours valoriser ton produit. Donc, non, non, ça continue dans ce sens-là. Ok, c'est cool. Écoute, bah, je crois qu'on a fait. Moi, j'ai fait le tour de. On a. Je sais pas combien de temps on a papoté là, mais ça va pas faire loin d'une heure, hein, bientôt. Papote, on va pas le temps passer. Tu vois? Donc, c'est toujours. Voilà. En fait, il y a deux. Tu témoignes, j'ai dit on va faire 20 minutes, hein. Oui, ça marche pas. Et Pas puis à fonctionné. chaque fois on s'étend. Mais bon, bref, c'était cool. Non, je voulais. C'est quelque chose que je vais continuer là, d'avoir en fait, des expériences autres que ce petit monde du SEO et du marketing. C'était vachement intéressant ton retour sur ton cheminement qui en fait était quand même un modèle du genre. Hein. T'as vraiment suivi finalement, plutôt que t'emballer, de dire je vais faire un tour de table, je vais lever 500 000 euros avec mon PowerPoint là. C'est fait à l'ancienne. Et toi, tu l'as fait, t'es parti à l'ancienne et c'est ça que j'aime bien quoi. En tout cas, bravo. Bon, ben merci.
Allez, merci Jérôme. Merci Laurent, salut.